Donc je me présente en 2 mots, mon nom est Sandrine Louchard, les Amis de la Terre de Québec. Donc les Amis de la Terre de Québec, les groupes Lévis refuse, Stoneham refuse, Bois-Châtel refuse et Québec refuse sont très heureux d'accueillir le professeur Paul Héroux, la docteure Ying Li et Madame Marie-Michel Poisson pour cette conférence sur les impacts des radiofréquences sur la santé humaine. La conférence sera divisée en 2 parties. Une première portera sur l'exposition aux radiofréquences et l'impact sur la santé, l'autre partie sur les questions soulevées par le déploiement des nouveaux compteurs intelligents. S'en suivra une période de questions dont je vous donnerai les détails de fonctionnement tantôt. Nous sommes heureux de vous recevoir en si grand nombre, preuve que les thèmes abordés suscitent un vif intérêt. De nombreuses personnes de la grande région de Québec et d'ailleurs dans la province nous ont aussi fait savoir leur intérêt pour l'événement. C'est pourquoi la conférence sera filmée et mise en ligne dès que possible. Bien évidemment, on est désolé que toutes et tous ne puissent pas assister à la conférence faute de place, mais vu les temps impartis et les ressources pour mettre sur pied l'événement étant assez serrées, nous n'avions pas de possibilité de location d'une salle plus grande. Et on vous remercie pour votre compréhension. Je vais passer à la présentation des conférenciers. Donc, monsieur professeur Paul Héroux. De 1972 à 1987, le docteur Paul Héroux a travaillé à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec sur les systèmes de transmission d'énergie. Puis il est passé à la faculté de médecine de McGill. Il est présentement scientifique médical au département de chirurgie de l'hôpital Royal Victoria et professeur de toxicologie et d'effets sanitaires de l'électromagnétisme à la faculté de médecine de McGill. Il suit depuis le début de sa carrière le débat sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques. Il est un expert sur cette question, ayant travaillé sur les brûlures électriques, les mesures de champs magnétiques, les méthodes électriques de diagnostic de l'œdème et les effets des champs de basse fréquence sur les cellules cancéreuses. Il travaille actuellement sur les effets des micro-ondes sur les cellules cancéreuses. Au milieu de la table, ici, nous avons la docteure Ying Li, qui a obtenu une maîtrise en génie à l'université McGill en 2004, puis un doctorat en santé au travail en 2012, toujours à l'université McGill. Elle est l'auteure d'articles scientifiques portant notamment sur les champs magnétiques et les cellules cancéreuses. Elle combine des colorants et autres méthodes utilisées en entreprise privée avec les logiciels d'imagerie développés par son laboratoire pour augmenter la rapidité des tests faits sur des cellules et optimiser leur précision. Enfin, vous avez Madame Marie-Michel Poisson, en bout de table, qui est initiatrice du premier groupe Refuse dans le quartier Villeray à Montréal lors du projet pilote en 2012. Porte-parole du mouvement Refusons les compteurs qui a vu le jour au moment du déploiement de la phase 1 dans la région de Montréal en 2013-2014. Et en tout bout de table, vous avez Madame Jocelyne Breton qui est du groupe Lévis Refuse. Elle viendra en soutien à Madame Marie-Michel Poisson si nécessaire, mais Jocelyne, sinon ne devrait pas intervenir pendant la conférence, mais faute de place, on essaye de mettre des chaises un peu partout. Donc voilà, la conférence va pouvoir commencer. Moi, je vous reviendrai tantôt donc, pour la période des questions. Merci beaucoup. Bon alors, il était une fois un environnement libre d'ondes électromagnétiques artificielles. C'est donc dire que la vie sur Terre a évolué dans un environnement totalement libre de ces radiations. Quand je dis totalement libre, des millions de fois plus bas. Et alors, les ingénieurs, des gens comme Marconi, comme Tesla, ont vu l'occasion de techniques permettant la transmission d'informations à la vitesse de la lumière. C'est pas rien. Comment est-ce que ça se présente? Ce qu'il s'agit de voir ici, c'est que Excusez-moi. Oh, je m'avance là. La perméabilité de l'atmosphère aux ondes électromagnétiques est très variable d'une fréquence à l'autre. Donc, si on regarde entre 6 GHz et 30 MHz, ce sont les fréquences qui sont utilisées en télécommunication. Dans l'atmosphère terrestre, c'est extrêmement transparent. Donc, on peut transporter des ondes électromagnétiques sans aucune perte. C'est une particularité de la nature qui rend possible la propagation des ondes électromagnétiques de manière extrêmement efficace. Ce qui manquait pour tirer avantage de cette fenêtre naturelle,
c'était des méthodes pour générer les ondes électromagnétiques. Mais naturellement, quand on parle d'ondes électromagnétiques artificielles qui n'existaient pas dans l'environnement auparavant, on parle d'un nouvel agent de type inconnu. On avait déjà dans le passé confronté des agents semblables, comme les biphénylpolychlorés, qui à une certaine époque étaient réputés comme totalement inoffensifs. On s'est rendu compte finalement que ça n'était pas le cas. On a émis des gaz à effet de serre, on pensait que c'était totalement inoffensif, et on s'est rendu compte que finalement, on a modifié notre environnement. Pendant un certain temps, on a mis du plomb dans l'essence, et il y a environ une quinzaine de millions d'enfants américains qui ont perdu 10 points de quotient intellectuel à cause de cette exposition-là. On s'est exposé au mercure parce qu'on ne connaissait pas les effets toxiques de ces substances. Donc, lorsqu'on introduit un nouvel agent dans l'environnement, la question se pose, est-ce que l'addition dans l'environnement de cet agent a des conséquences néfastes? Les techniques qui permettent la génération de ces ondes sont venues à maturité après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est de là que vient cette photographie que vous reconnaissez tous. Et en réalité, cet événement-là, la bombe atomique, a eu une grande influence non seulement sur la guerre, non seulement sur les citoyens, mais également sur les scientifiques, parce que ça a amené énormément d'attention sur la question des radiations ionisantes. Et donc, jusqu'à un certain point, naturellement, lorsque les radiations électromagnétiques se sont présentées, on a voulu les comparer aux radiations ionisantes, bien qu'elles étaient essentiellement différentes. Vers 1960, un comité a été formé aux États-Unis pour se pencher sur la question des risques possibles associés aux ondes électromagnétiques. Donc, ce n'est pas d'hier, c'est l'après-guerre essentiellement. Et après quelques tergiversations, ce comité est tombé sous l'influence des ingénieurs en électricité et en électronique, tout simplement parce que c'était eux qui connaissaient le mieux les techniques électromagnétiques. Ce groupe était caractérisé par, premièrement, une expertise très mince en sciences de la vie et particulièrement en physiologie. Et de toute façon, pour ce qui est des effets sur la santé des ondes électromagnétiques, il n'y avait pas à l'époque beaucoup d'expertise disponible. Et je crois que les ingénieurs ont accepté des responsabilités de standardisation qu'ils n'étaient pas équipés pour remplir. Mais ils étaient prêts à le faire parce que les ondes électromagnétiques avaient une grande importance stratégique pour eux. Deuxièmement, il y avait un grand enthousiasme pour les possibilités militaires, scientifiques, techniques et commerciales de l'utilisation de ces radiations, qui se sont matérialisées depuis sous forme de radio AM, radio FM, télévision, cellulaire, communication par satellite, et j'en passe. Donc, on a bénéficié de manière substantielle de l'utilisation de ces radiations-là. Mais ce groupe-là était également caractérisé par un grand scepticisme et une grande ignorance vis-à-vis des effets néfastes qu'ils pouvaient entraîner. Donc, vers 1960, ce qu'on avait, c'était des organismes comme la US Air Force, General Electric, Bell Laboratories et les soviétiques, qui avaient des standards, des limites d'exposition qui étaient totalement différentes les uns des autres. Et ces limites-là étaient différentes parce que chaque groupe avait des intérêts différents. Lorsque vous êtes dans l'US Air Force, votre vie dépend de la précision de votre radar. Lorsque vous êtes à General Electric, c'est des applications industrielles. Bell Laboratories, c'est des applications de signal. Et les Soviétiques, eux, apparemment, ont jugé que ces ondes-là étaient perturbatrices du système nerveux et qu'il fallait être prudent. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont adopté un standard 1000 fois plus petit que les Américains. Donc, c'était la situation vers 1960. Des avis totalement divergents.
Pour en venir à prouver que ces radiations sont inoffensives, les ingénieurs ont utilisé 3 tactiques principales. Premièrement, l'élément non ionisant. À cause de circonstances historiques, donc la bombe atomique et de la désignation de radiation, plusieurs ont voulu comparer les ondes électromagnétiques aux radiations ionisantes. L'industrie a encouragé cette comparaison parce que les effets des radiations ionisantes étaient reconnus comme dépendant de l'ionisation des molécules, action que les ondes de télécommunication ne pouvaient pas exécuter. On a donc prétendu qu'il n'y avait pas de mécanisme connu par lequel la faible énergie des radiations électromagnétiques pouvait influencer les tissus. Il était nécessaire de couper des structures atomiques, de couper des molécules. Donc, les ondes électromagnétiques non ionisantes ne pouvaient pas faire ça. Deuxièmement, la dose-réponse. On a utilisé le fait que des expositions très intenses aux ondes électromagnétiques ne montraient pas d'effet évident et immédiat en bas du seuil de l'échauffement. Il n'y avait pas d'effet à court terme. On imaginait qu'il devait y avoir un seuil au-dessus duquel aucun effet existe. Et on a placé ce seuil extrêmement haut, c'est-à-dire la limite thermique. Et même le gouvernement y a trouvé son profit en louant l'utilisation du spectre électromagnétique. Troisièmement, une autre tactique qui a été utilisée pendant environ 50 ans, c'est qu'on a ignoré les nombreuses publications scientifiques qui démontraient des effets non thermiques des radiations, ce qui coupait donc court à toute discussion utile. Et je symbolise cette tactique par ce diagramme-ci. Si on n'en parle pas, si on ne lit pas et si on n'écoute pas, on peut réaliser des documents qui ignorent ces effets complètement. Et ça peut paraître drôle, mais pour moi, c'est relativement dramatique parce que j'ai vu ce processus-là en action. Depuis, le standard américain de l'US Air Force s'est répandu dans le monde, mais pas derrière le rideau de fer. Et malgré une grande augmentation des connaissances, les ingénieurs se cachent toujours derrière cette norme qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. En fait, la physiologie nous dit que votre foie permet d'éliminer certains produits chimiques de l'environnement parce qu'il a été programmé à cette fin sur des centaines de millions d'années d'évolution. Le matériel biologique, lui, n'a jamais été exposé aux radiations électromagnétiques artificielles. Il n'a donc aucun mécanisme de détoxification prévu, autre que les mécanismes cellulaires de base. Lorsque vous bronzez, vous produisez une réaction de défense contre les radiations du soleil. Il n'y a pas de mécanisme correspondant pour les ondes artificielles. Deuxièmement, les seuils d'action des ondes électromagnétiques sont extrêmement bas parce que les champs agissent directement sur des charges libres qui existent de manière transitoire dans le matériel biologique, ce qui était ignoré à l'époque de la concrétisation du standard. Et troisièmement, en changeant l'intensité du champ par un facteur de 100, on ne change pas l'effet sur les cellules cancéreuses, en tout cas, sauf pour le cas des cellules leucémiques. Ce changement d'un facteur de 100 sur l'intensité du champ correspond à un facteur de puissance de 10 000. Donc, ça fait une grande différence dans les microwatts par mètre carré. Il y a des irrégularités dans ces courbes, mais en gros, l'effet persiste sur une grande variation d'amplitude. Et on doit ces données, où, si vous regardez ici, pour chacune de ces cellules cancéreuses, cellules cancéreuses du côlon, cellules cancéreuses du poumon, du sein et la leucémie, le 0 représente une cellule normale et la baisse représente l'effet du champ à des intensités qui varient de 50 nanotesla à 5 microtesla. Donc, il s'agit du facteur de 100 dont je vous parle, qui correspond à un facteur de puissance de 10 000. Donc, sur un facteur de puissance de 10 000 de ces radiations, l'effet ne change pratiquement pas. Si on fait ces courbes-là avec un peu plus de détails, on voit qu'il y a des irrégularités, mais qu'en général, les variations ne sont pas très grandes. Et on doit ces courbes-là au Dr. Lee,
qui a patiemment compté les chromosomes des cellules cancéreuses. Merci beaucoup. Donc, la réponse est très plate, ce qui rend la détection claire de ces effets difficiles en laboratoire et en épidémiologie. Mais il existe des mécanismes familiers qui influencent les systèmes biologiques à des densités de puissance bien plus petites que celles des ondes électromagnétiques. Donc, l'argument que l'énergie des ondes électromagnétiques est trop petite ne tient pas l'eau. Les partisans du Code 6 adorent utiliser l'énergie comme base de réflexion. Bon, allons-y. Donc, je fais une comparaison entre les ondes électromagnétiques et les ondes acoustiques. Si on regarde les dommages qu'on subit lorsqu'on est exposé, pendant un certain temps, vous avez ici l'âge d'un individu, des années d'exposition, et le pourcentage de la population qui a une perte auditive substantielle. En d'autres termes, ça c'est la limite de ce qui est légalement compensable. En d'autres termes, vous devenez suffisamment sourd pour que votre compagnie vous paye. Vous allez remarquer que plus le niveau d'intensité, 70 décibels, 90 décibels, 95 décibels, 100 décibels monte, plus la lésion apparaît vite et plus elle est prononcée. Comparons les énergies du champ acoustique à des énergies électromagnétiques. Donc, 105 décibels correspondent à 30 000 microwatts par mètre carré. 100 décibels, 10 000 microwatts par mètre carré. 95 décibels, 3 000 microwatts par mètre carré. La recommandation de Santé Canada pour les ondes électromagnétiques se situe à 10 millions de microwatts par mètre carré, ce qui correspond à un bruit de 130 décibels. Le Dr Carpenter de l'Université d'Albany en santé publique recommande une limite pour les ondes électromagnétiques de 1000 microwatts par mètre carré, ce qui correspond par hasard à 90 dBA, ce qui est la limite, en fait, légale au Canada pour l'exposition au bruit. Pour les hypersensibles, l'Association médicale autrichienne recommande un niveau de 1 microwatt par mètre carré, ce qui correspond à 60 décibels, donc un environnement extrêmement calme. Donc, on a des exemples d'agents qui, à des densités d'énergie, en fait, comparables, ou même beaucoup plus faibles, parce que vous savez que vous pouvez écouter des bruits bien plus bas que 70 décibels. Le seuil de l'audition est à 0 décibel. Donc, il y a des systèmes biologiques qui réagissent à des densités de puissance extrêmement réduites. Donc, on n'a pas de problème avec l'énergie. Naturellement, on n'entend pas les ondes électromagnétiques, mais nos cellules les perçoivent. Notez que plus l'intensité sonore est élevée, plus la lésion se fait rapidement. Et donc, la perception physiologique du son à 0 décibel a une densité de puissance de 1 picowatt par mètre carré, environ 1 million de fois plus sensible que la perception des ondes électromagnétiques par l'organisme. Les ondes agissent par un mécanisme beaucoup plus assimilable à l'action du bruit acoustique qu'aux radiations ionisantes. Donc, toute la discussion qui a eu lieu historiquement, comparant les ondes électromagnétiques aux radiations ionisantes, n'était pas appropriée. Les organismes sont beaucoup plus sensibles au son parce qu'il y a des cellules spécialisées dans l'oreille pour détecter le bruit. Les humains n'ont pas d'organes spécialisés pour la détection des ondes électromagnétiques. Certains animaux en ont. Mais ils ont des molécules qui, accidentellement, à cause de leur structure, sont sensibles aux ondes, ce que j'appelle les oreilles électromagnétiques. Et ce soir, je vais vous montrer des oreilles électromagnétiques que chacun d'entre vous possède. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, donc j'ai tout simplement fait un tableau pour résumer les idées. Et je compare ici l'acoustique et l'électromagnétique. Donc, la source d'énergie acoustique, c'est mécanique, ce sont des vibrations dans l'air.
Les champs électromagnétiques, c'est un champ électromagnétique. Le cycle d'action directe, dans le cas de l'acoustique, c'est un canal mécanotransducteur qui est inconnu. On ne sait pas exactement où est le site de transduction des vibrations dans l'oreille. Ça ne nous empêche pas de savoir qu'il y a du bruit, ça ne nous empêche pas de nous protéger contre le bruit, mais un des arguments qui a toujours été donné par l'industrie pour ne pas prendre en considération les risques des ondes électromagnétiques, c'est qu'il n'y avait pas de mécanisme connu. Il y en a des mécanismes connus, mais on ne les entend pas. Dans le cas des ondes électromagnétiques, ce sont des mouvements d'électrons et de protons dans un canal d'eau qui est contenu dans certaines molécules qui sont absolument essentielles à vos mitochondries, et ces mitochondries-là sont contenues dans toutes les cellules humaines et de mammifères. Le contexte cellulaire, ce sont des cellules ciliées et des neurones, dans le cas du bruit. Vous êtes trop exposé au bruit, les cellules ciliées vont être décimées, les neurones vont souffrir. Dans le cas des champs électromagnétiques, ce sont des mitochondries, des cellules qui sont particulièrement métaboliquement actives, comme celles du système nerveux. Le seuil d'action, 0 décibel ou 0,00001 microwatts par mètre carré pour le bruit. Pour les ondes électromagnétiques, de 50 à 500 microwatts par mètre carré, suivant la manière dont on voit les choses. Quel est le médiateur messager dans le cas de ces deux phénomènes-là? C'est le calcium. Oh, excusez-moi. Le calcium, au niveau des cellules ciliées. Excusez. Ciliées. Oh, oh, oh. Donc, je vais simplement lire, ce sera plus facile. C'est le calcium au niveau des cellules ciliées dans le cas de l'audition. Dans le cas des champs électromagnétiques, c'est le calcium au niveau des mitochondries. La toxicité, dans le cas de l'acoustique, c'est un épuisement métabolique. Dans le cas des ondes électromagnétiques, c'est un dérèglement métabolique. La plage d'intensité, c'est 140 décibels entre la perception à 0 décibel et la douleur à 140 décibels dans le cas du son. Dans le cas des ondes électromagnétiques, c'est 70 décibels entre le seuil de récupération et le seuil d'échauffement. La raison pour laquelle les ondes électromagnétiques, le rapport est seulement de 70 décibels, c'est qu'on n'a pas dans l'organisme de cellules spécialisées pour les ondes électromagnétiques. Ça nous rend moins sensibles à ces ondes-là, mais d'un autre côté, ça fait que toutes les cellules sont également vulnérables parce qu'il n'y a aucun type de cellule qui est spécialisé. La dose-réponse est progressive dans le cas de l'audition et relativement plate dans le cas des ondes électromagnétiques. Le milieu de récupération. Pour récupérer d'un stress auditif, il faut être dans un milieu de moins de 0,1 microwatt par mètre carré, ce qui est à peu près la même chose pour une personne qui est électrosensible, qui veut se reposer d'un milieu électromagnétique excessif. Détoxification est possible pour l'oreille parce que les cellules spécialisées dans la perception sont équipées pour se détoxifier, alors que dans le cas des ondes électromagnétiques, la détoxification n'est pas réellement possible parce que c'est un agresseur neuf, inconnu de la cellule. Dans l'environnement, les niveaux dans l'environnement, pour les deux, le son ou les ondes électromagnétiques est très variable en amplitude, en fréquence et en modulation. Elles ont ça en commun. Les positions personnelles sont complexes mais très répandues, si bien que on est tous exposés au bruit, on est tous exposés aux ondes électromagnétiques, ce qui rend la détection épidémiologique difficile lorsque la dose-réponse est relativement plate, parce qu'on ne peut pas avoir facilement une population très peu exposée, à moins d'aller chez les papous, et une exposition dans un milieu comparable très exposé. Variabilité de la réponse entre individus est substantielle dans les deux cas, mais particulièrement pour les impulsions. En acoustique, on sait très bien que d'un individu à l'autre, la résistance aux impulsions acoustiques est grande. Même chose pour les ondes électromagnétiques. Effet sur la santé. Dans le cas de l'acoustique, il y a peu d'effets aigus, mais il y a des acouphènes. Les effets sont plutôt chroniques. La surdité, on devient sourd, et on a un chèque de 100 000 $ de notre employeur.
Les ondes électromagnétiques, il y a quelques hypersensibles, il y en a probablement dans la salle, qui sont affectés de manière aiguë, mais probablement que le vrai impact quantitatif sur un grand nombre de personnes, c'est le cancer, possiblement le diabète et les maladies neurologiques. Pour ce qui est du cancer, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que les ondes de basse fréquence entraînent la leucémie et que les ondes de haute fréquence entraînent le cancer du cerveau. Donc, on a déjà des évidences épidémiologiques que ça se produit. Les confondants, la presbycusie, vous savez que la plupart des gens perdent du sens de l'audition avec l'âge, mais il y a également les expositions chimiques, pharmacologiques et virales. Dans le cas des ondes électromagnétiques, si ça augmente le cancer, il y a déjà des taux de cancer substantiels dans la population, le diabète est en explosion, les maladies neurologiques sont en hausse également, et il reste à déterminer quelle est exactement la contribution des ondes électromagnétiques à ces montées-là. Population à risque, dans les deux cas, malheureusement, si on regarde quantitativement les faits, on ne peut protéger tout le monde. Parce que, effectivement, dans le monde moderne, il y a suffisamment de bruit qu'il va y avoir des gens qui vont être sacrifiés, qui vont perdre de l'audition. Et pour les ondes électromagnétiques, il semble que ça soit un peu la même chose. Les électrosensibles, est-ce que c'est possible de les accommoder dans une société normale? Probablement pas. On peut les accommoder jusqu'à un certain point, mais pas totalement. Les difficultés de protection, procédés industriels bruyants, c'est de la mauvaise ingénierie. Disponibilité des sources de musique. Depuis qu'il est très, très, très facile d'avoir un Walkman, c'est très pratique et très, très, très fréquent que les gens se surexposent au bruit. Ils ont la capacité de le faire. Les ondes électromagnétiques, c'est un mauvais déploiement des méthodes de distribution d'énergie et de télécommunication. C'est l'énergie électrique, les télécommunications auraient pu être déployées de manière plus prudente, avec la même efficacité, mais en respectant les tissus humains, les correctifs, protection auditive et ingénierie raffinée. Et je vais dire quelques mots sur le calcium. Vous avez vu par ce que j'ai dit auparavant que le calcium est vraiment un des médiateurs messagers dans le cas de ces deux expositions-là. Il y a maintenant 40 ans que Ross Adey a alerté le monde sur les anomalies du calcium dans le système nerveux associées aux ondes électromagnétiques. Mais l'industrie fait tout pour étouffer ce message et persiste à faire la promotion des idées de 1960 parce qu'une seule réponse est acceptable pour eux, c'est qu'il n'y a aucun effet des ondes électromagnétiques. Le calcium est un signal d'alarme pour la cellule qui est déclenché, entre autres, par l'inhibition de la sécrétion de l'ATP. Les cellules ciliées ont des pores spéciaux, je parle de l'audition ici, qui leur permet de réduire les niveaux de calcium. Vous pouvez voir ici qu'une cellule ciliée maintains a low background calcium. Donc, elles sont équipées pour résister à la stimulation acoustique. Maintenant, je vous ai dit que je vous montrerai des oreilles électromagnétiques. Donc, je vous montre la première oreille électromagnétique. Ça a l'air de ça. Ça s'appelle l'ATP synthase. Et à l'intérieur de cette molécule, il y a ce qu'on appelle un canal d'eau à travers lequel des courants de protons et d'électrons circulent de manière rétrograde. La structure et le fonctionnement de cette molécule est exactement comme un moteur électrique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site web. Il y a une animation qui montre exactement comment ça fonctionne. Donc, c'est la première molécule qu'on a trouvée qui était une cible pour les ondes électromagnétiques. Donc, finalement, c'est un alignement de molécules d'eau et les charges passent à travers des molécules d'eau. Et dans ce passage-là, il y a une susceptibilité aiguë aux ondes électromagnétiques. Donc, c'est une histoire d'eau. Maintenant, l'oreille gauche, trouvée depuis seulement quelques mois, c'est la structure de la nicotinamide nucléotide transhydrogénase. Ah!
elle a 2 canaux parallèles qui sont des canaux d'eau également. Cette enzyme synthétise la NADPH utilisée pour la biosynthèse d'acides aminés et des enzymes glutathione reductase et glutathione peroxydase. Glutathione, en français, comment est-ce qu'on dit glutathione? Glutathione, en anglais. La glutathione, c'est un détoxifiant d'une grande importance. Donc, si on inhibe la production de cette molécule-là, en fait, on génère des radicaux libres dans les cellules, ce qui explique toutes les observations des chercheurs des 25 dernières années où on dit qu'il y a plus de radicaux libres quand on expose le matériel biologique aux champs électromagnétiques. Et je vous montre un système industriel qui se vend, qui détecte les champs magnétiques, qui fonctionne exactement sur le même principe, le tunneling, que ces 2 molécules-là. En d'autres termes, le phénomène qui se produit à l'intérieur des 2 oreilles électromagnétiques que je vous ai montré est le même qui se produit dans ce capteur de champ électromagnétique qui est sensible à un champ de 0,6 nanotesla à 60 Hz. Ça correspond à 10 microwatts par mètre carré. C'est évident que lorsqu'on déploie dans une communauté des appareils, on a réticence à réviser ces décisions techniques sur la base d'informations nouvelles, sur la base de la santé. Hydro-Québec ne veut pas changer les plans qu'ils ont élaborés depuis 5 ans. Mais c'est encore plus difficile pour la vie de réviser des décisions prises il y a 2 milliards d'années. La structure de ces molécules-là est un résultat d'une évolution à très long terme, et je ne pense pas que ces molécules vont changer rapidement pour accommoder un environnement électromagnétique agressif. Il y a des solutions, la fibre, le câble, qui prendront du temps à implanter, mais qui peuvent se faire à des coûts négligeables ou même négatifs, parce que ces solutions techniques-là ont une grande valeur en elles-mêmes. Malheureusement, on ne pourra probablement pas protéger tout le monde. On devra faire des zones blanches comme en Europe. Et voilà, c'était mon matériel. Merci.